Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel atelier, les tips des femmes de santé, avec Micheline Misraya Abadou. J'espère ne pas avoir mal prononcé ton nom de famille, Non, c'est bon. qui va du coup nous partager des clés pour mieux comprendre les progrès dans la prise en charge des infertilités et de la ménopause précoce. Micheline a une formation médicale en gynécologie et obstétrique et en endocrinologie. Elle est spécialisée donc en biochimie et en biologie moléculaire et elle est actuellement professeure à l'Université Paris-Saclay. Durant sa carrière, elle a mené plusieurs recherches sur les causes de l'infertilité avec tous les outils, modernes comme génétique. Et elle a donc un laboratoire reconnu par le ministère référent pour les infertilités génétiques et elle est à l'initiative du développement d'un test diagnostic dans l'insuffisance ovarienne et prématurée reconnu en France et en Europe. Elle fait aussi partie de plusieurs sociétés savantes de reproduction humaine en France et à l'étranger et de l'Académie européenne des sciences. Elle est aussi très engagée pour faire connaître la nécessité d'une approche personnalisée de l'infertilité et des traitements. Elle fait du coup partie du groupe de travail Infodémie et Mes informations santé du collectif et elle a contribué donc au livre blanc. Et elle est donc auteure de 2 livres, donc Nouvelle fertilité, Nouvelle familiale, Nouvelle humanité chez O. Jacob en 2024, co-dirigé avec Boris Cyrulnik et Ménopause très précoce aux éditions du Rocher en 2025. Il y avait beaucoup de choses à dire. Du coup, juste avant de commencer, je me permets de rappeler nos prochains événements du collectif Femmes de Santé. Le 1er décembre, on a la journée de formation sur la santé des femmes de 9 heures à 17 heures. Et le 2 décembre, on a les états généraux, toujours de 9 heures à 17 heures. Donc, ces deux événements sont en présentiel dans les locaux de la MGEN, mais aussi disponibles en visioconférence. Micheline, je te laisse commencer. Tu as 15 minutes d'intervention, je te préviendrai quand il te reste 5 minutes, si ça te va. Non, c'est pas la peine, hein. Ok. Ça Je te doit tenir. rappellerai quand même parce qu'il y a les questions après, voilà. Je te ferai un D'accord. petit message dans le chat. Ok. Merci beaucoup de me donner l'occasion pour le collectif de vous présenter ces quelques clés pour mieux comprendre les progrès dans la prise en charge des infertilités et de la ménopause précoce grâce à la génétique. Donc, tout d'abord, je vous rappelle ce qu'est l'infertilité, hein. C'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est l'incapacité à obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports non protégés. Il faut donc consulter au bout d'un an si on n'a pas pu avoir de grossesse. Et pour les femmes à partir de 35 ans, il faut consulter après 6 mois de grossesse. Alors, l'alerte a été donnée un peu par l'OMS en 2023, puisqu'ils ont publié un rapport disant qu'il y avait un couple sur 6 dans le monde qui était atteint d'infertilité. C'est donc un problème mondial. Et il y a eu un rapport sur les causes d'infertilité qui a été fait en France en 2022, qui a montré qu'en France, c'était un couple sur 4 et qu'il y avait donc 3,3 millions de personnes qui étaient concernées par l'infertilité. Donc, on s'est retrouvé d'une situation où la fertilité, finalement, n'intéressait pas grand monde, hein, il faut le dire, à une situation qui est devenue au premier plan. Donc, on connaissait des causes médicales, en particulier fréquentes, hein, vous avez eu des tips, notamment sur certaines d'entre elles, mais il fallait bien se dire qu'il y en avait peut-être d'autres qu'on ne connaissait pas, en particulier des causes génétiques ou environnementales. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les causes connues, il y a un tiers de causes qui sont liées à la femme, un tiers à l'homme et un tiers qui implique les deux partenaires. Mais il y a plus de 30% des cas qui sont inexpliqués. Face à cette fréquence de l'infertilité, on a finalement un seul traitement par l'aide médicale à la procréation, un traitement unique mis en place il y a 40 ans qui finalement correspond à une stimulation hormonale de la croissance folliculaire. On va stimuler des femmes avec des hormones, on espère faire grossir les follicules, on va ponctionner des ovocytes.
les mettre en fécondation, on espère avoir des embryons pour les réimplanter. Mais une étude de l'Institut national d'études démographiques en 2022 a montré qu'il y avait toujours 40% d'échecs de l'AMP, donc de ce traitement qui date de 40 ans, avec un parcours en moyenne de près de 8 ans, ce qui implique des souffrances des couples et des femmes très importantes et évidemment des dépenses de santé aussi très importantes. Donc, en fait, on est devant des challenges qui sont identifier les causes, toutes les causes de l'infertilité, avoir des marqueurs pour pouvoir prédire la réponse au traitement pour éviter ces parcours prolongés, développer des nouveaux traitements surtout et aller vers une médecine qui soit personnalisée. On s'aperçoit que la fertilité est fortement contrôlée par la génétique. Alors, ce petit schéma vous montre l'âge de la ménopause des femmes ici, et vous avez le nombre de femmes là. Et la ménopause normale, c'est de 45 à 59 ans, donc avec un écart considérable qui est de 15 ans. Avant 45 ans, on va parler de ménopause précoce, et avant 40 ans, on va parler d'insuffisance ovarienne prématurée, donc d'IOP. La ménopause précoce, c'est 10% des femmes et l'IOP, donc 4% des femmes. Il y a un très fort contrôle de tout ça par la génétique, puisqu'il y a une concordance jusqu'à 85% entre l'âge de la ménopause d'une mère et de sa fille. Et donc, le meilleur test qu'on a actuellement, il n'y en a pas d'autre pour déterminer l'âge de la ménopause d'une jeune femme, finalement, c'est uniquement d'interroger sa mère. Il y a une très forte concordance entre les jumeaux monozygotes. Il y a des cas familiaux d'infertilité et d'IOP jusqu'à 30%. Et si une mère a une ménopause précoce ou une IOP, eh bien, la fille a un risque qui est augmenté de 6 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une petite fille, elle naît avec un capital génétique, des gènes qui contrôlent la fertilité, qui sont en plus ou moins bonne santé, et ça va déterminer l'âge de la ménopause et ça va déterminer également si elle a une infertilité. Si on prend par exemple les causes des insuffisances ovariennes prématurées, eh bien, il y a plusieurs causes qui sont connues et qui sont identifiées ici sur ce diagramme. Vous avez des causes qui sont dues à la chimiothérapie, radiothérapie, à la chirurgie. Vous avez des causes toxiques environnementales, infectieuses, virales, auto-immunes, mais plus de 70% des causes en fait sont inconnues. Et en fait, on s'aperçoit que dans ces causes inconnues, il y a beaucoup de causes qui vont être génétiques. On connaissait les causes chromosomiques, hein. Il peut y avoir un chromosome entier qui manque, c'est le syndrome de Turner, X0, chez la femme, ou bien il peut y avoir l'anomalie d'un seul gène, et on connaissait jusqu'ici uniquement un seul gène, le gène responsable de l'X fragile, mais qui n'est responsable que de 3 à 5% des IOP, donc c'est très peu. Et en fait, il y a eu une révolution qui s'appelle le séquençage nouvelle génération, qui a permis un saut dans l'identification des causes génétiques. Alors, je dis toujours que l'énigme de la fertilité a été éclairée par nos gènes grâce au séquençage nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que c'est que ce séquençage nouvelle génération? Eh bien, il faut savoir qu'en 2001, il y a eu un projet Génome humain qui a voulu séquencer tous les gènes du génome. Et on s'est aperçu que chez un homme, une femme, il y a 20 000 gènes qui composent donc un individu. Ce séquençage a mis 10 ans et a coûté 3 milliards de dollars. Et bien maintenant, la même étude se fait en une semaine et ça coûte moins de 1 000 euros. Donc c'est vraiment quelque chose, une étude nouvelle génération. Et on s'aperçoit qu'il y a plus d'un millier de gènes qui contrôlent la fertilité et que des anomalies sont responsables d'infertilité. Vous voyez, finalement, l'ADN, c'est comme un grand livre qui comporte 3 milliards de lettres, hein. Et dans ces lettres, il peut y avoir une seule faute d'orthographe, c'est ce qui est représenté ici. Il y a une lettre qui manque, et si cette lettre manque, la phrase n'aura plus de sens, la commande dans l'ovaire non plus, et à ce moment-là, on peut avoir une infertilité simplement parce qu'il y a une erreur d'orthographe. Et pour identifier ces anomalies, il faut absolument étudier des centaines de patientes. C'est elles qui vont nous donner finalement les gènes qui sont responsables d'infertilité, puisque chez elles, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus.
Et donc, mon équipe et d'autres dans le monde ont montré qu'il y avait déjà une centaine de gènes qui étaient responsables de cette affection qu'on appelle insuffisance ovarienne prématurée. Pour cela, donc, nous avons étudié une cohorte de 400 femmes avec IOP, dont la cause n'était pas connue. Donc, c'est une collaboration en France et à l'étranger également, comme vous le voyez. Et puis, on a mis en évidence donc qu'il y avait une centaine de gènes qui étaient responsables. Et donc, on va analyser ces gènes. On prend finalement l'ADN des patients, on le fait rentrer donc dans cet analyseur qui va analyser point par point toutes les lettres qu'il y a dans le génome et on s'aperçoit que les gènes qui sont impliqués sont sur tous les chromosomes. En effet, il y a, comme je vous l'ai dit, 1 millier de gènes qui sont impliqués dans la fertilité. C'est l'étape la plus importante pour une espèce. C'est celle qui va permettre la survie de l'espèce. Eh bien, on s'aperçoit que dans ces IOP inexpliqués, si on analyse par la génétique, on s'aperçoit qu'on a un rendement de 30% de positif. Alors, à quoi servent ces gènes qu'on a identifiés? Eh bien, vous savez que chez la petite fille, il y a un stock de follicules, d'ovules, qui est formé une seule fois pendant la naissance, de follicules qu'on appelle primordiaux. Et puis, à partir de la puberté, ces follicules, ils vont grossir jusqu'à un très gros follicule qui va permettre l'ovulation, libérer l'ovule qui va être fécondé. Eh bien, il y a finalement des centaines de gènes qui contrôlent toutes ces étapes. Et en tout premier lieu, avant la naissance, il y a des gènes qui vont contrôler l'établissement de la réserve ovarienne. Et c'est 40% des gènes qui contrôlent cette étape qui est essentielle. Et s'il n'y a pas de réserve ovarienne, bien entendu, la fertilité est très altérée. D'autres gènes, après la puberté, vont contrôler la croissance des follicules. On peut avoir une anomalie de la croissance ou bien on peut ne plus avoir d'énergie dans l'ovaire, et l'énergie est très importante, évidemment, pour permettre cette croissance folliculaire. Et tout au long de la vie, on peut avoir une accélération de la destruction de ces follicules qui se produit normalement, mais qui ici est accélérée. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument identifier la cause et que identifier la cause permettra de développer des nouveaux traitements ciblés. On conçoit que si on a une anomalie de l'établissement de la réserve, eh bien, le pronostic sera très mauvais puisqu'il n'y a pas de follicules. Par contre, si on a une anomalie de la croissance des follicules, on n'a pas d'énergie, on a une destruction accélérée, là, on pourra développer des nouveaux traitements. Et donc, le diagnostic génétique permet de trouver une cause dans des cas d'infertilité inexpliquée. Pour l'insuffisance ovarienne, qui correspond à 4% des femmes avant 40 ans, nous avons montré qu'un tiers des patientes vont avoir un diagnostic. Et pour la baisse de réserve ovarienne inexpliquée, eh bien, c'est déjà 20% des patientes en AMP, donc c'est une proportion très importante de femmes. Eh bien, déjà, avec 100 gènes, un quart des patientes sont diagnostiquées et bien entendu, on va identifier de plus en plus de gènes pour augmenter ce pourcentage diagnostique. Donc, cette baisse de la réserve ovarienne, il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucun critère qui permet de prédire si une femme va avoir une grossesse en AMP. Et pourtant, c'est très important puisque vous avez vu les parcours de près de 8 ans de ces femmes qui sont extrêmement douloureux. Or, la génétique, c'est un marqueur prédictif du succès de l'AMP et de grossesse en étudiant quoi? La qualité de la réserve ovarienne. Elle permet de prédire la perte du stock folliculaire et l'évolution vers une perte totale ou IOP, ce qui permet de faire une prévention, c'est-à-dire de congeler des fragments ovariens avant de perdre complètement toute cette réserve. Donc finalement, on a publié cette étude et ce qu'on a voulu dire, c'est que cette étude génétique, et ça j'insiste beaucoup, permet une étude, une médecine personnalisée. On étudie une patiente, on étudie son capital génétique qui est unique, qui est à elle. Et on veut identifier sa cause à elle pour pouvoir développer un traitement qui lui sera spécifique. La génétique moderne va permettre de rendre un diagnostic en recherchant directement la cause dans le patrimoine génétique de la patiente. Elle va distinguer différents profils de patientes. On ne peut plus considérer que l'infertilité, finalement, c'est la même chose et adresser les patients, toutes les patientes, au même traitement. Il faut développer une médecine personnalisée. Il y a des centaines de causes. On en a déjà identifié une centaine. Il faut faire une prévention lors d'une étude familiale. S'il y a une petite sœur plus jeune qui peut être atteinte, on peut faire une préservation de la fertilité par congélation ovarienne.
On peut surtout donner des critères de réponse à des traitements pour éviter donc qu'on ait des parcours aussi prolongés et qui finissent par un échec. Et on va développer des traitements qui sont des traitements ciblés, adaptés à la cause. S'il y a une altération de la croissance, on pourra stimuler. S'il y a un manque d'énergie, il faut en apporter. S'il y a une augmentation de la destruction, il faudra identifier les mécanismes et les traiter. Tout ceci fait partie d'un plan qui est ministériel en France et qui s'appelle le plan France Médecine Génomique. Et si vous allez tout simplement sur pfmg.fr 2025, vous allez retrouver l'intérêt de ce plan. Et ce qu'il dit, c'est que la médecine génomique est en train de changer profondément la prise en charge des patients. Et cette médecine améliorer le diagnostic, la prévention, le soin et à développer des nouveaux traitements. Vous avez également un petit film qui vous permet de mieux comprendre. Donc, si ceci vous intéresse, vous pouvez donc aller voir aussi. C'est une nouvelle médecine qui s'applique à toutes les spécialités, hein, que ce soit la cardiologie, la neurologie ou autre. Si on ne comprend pas, on arrête d'étudier les signes, on va directement chercher la cause dans le patrimoine génétique des patients. Et ça permet donc ensuite de développer une médecine personnalisée et des nouveaux traitements. Tout ce que je vous ai dit ici donc, se trouve dans un livre qu'on vient de publier avec Lynn Rifaille aux éditions du Rocher qui s'appelle Ménopause très précoce, où on analyse donc toutes les causes de l'infertilité, des infertilités, parce qu'il y en a des centaines, et on explique les intérêts des différentes méthodes, y compris la génétique. Et je voudrais dire aussi que j'ai développé, pour ceux qui sont intéressés, un diplôme d'université DU génétique et reproduction à l'université Paris-Saclay, donc qui permet de mieux comprendre l'intérêt de la génétique dans toutes les étapes de la reproduction, du préconceptionnel, conceptionnel, préimplantatoire, le diagnostic des infertilités et également dans toutes les méthodes thérapeutiques. Voilà, donc merci beaucoup et je suis prête à répondre à vos questions. Ouais, je- Oui, bon, ben, je vais mettre ça. Alors, Annabelle, elle a une question. À partir de quel âge devrait-on orienter le bilan fertilité les jeunes patients SOPK? Pour les jeunes patients SOPK, j'imagine. Alors, pour le SOPK, je sais que vous avez eu un tips là-dessus. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, hein, en fait, c'est un syndrome, hein, et comme l'infertilité, c'est un syndrome, ça veut dire quoi un syndrome? C'est un ensemble de signes. Ça ne définit pas une maladie. Ça veut dire qu'on décrit ce qu'on voit et ça ne permet pas de comprendre. Donc, en fait, le SOPK, comme ça a été expliqué d'ailleurs dans le tips, ça correspond à toute une série de maladies différentes, hein, et probablement qui auront des diagnostics, des conséquences, des complications qui sont différentes. On a cherché les gènes qui sont responsables. Pour l'instant, on ne les a pas identifiés. Donc, pour l'instant, pour le diagnostic, finalement, on n'a pas beaucoup avancé. C'est probablement parce qu'il y a à la fois des causes génétiques, des causes environnementales, et que donc, dans ces cas-là, la situation est plus compliquée. Eh bien, dès qu'on a, moi je dirais que le bilan fertilité, par exemple, si vous parlez de jeunes patientes, donc ça veut dire qu'elles sont effectivement jeunes et qu'elles ont des troubles de règles, des douleurs, et à ce moment-là, bien entendu, il faut immédiatement consulter. Il faut arrêter de penser que c'est normal pour une jeune femme d'avoir des douleurs pendant les règles qui sont prolongées. On a des traitements pour ça. C'est probablement d'abord une insuffisance hormonale qu'on peut traiter. Et si ça ne réagit pas au traitement, eh bien, ça peut être d'autres causes. Et à ce moment-là, l'échographie peut montrer effectivement qu'il y a des gros ovaires, qu'il y a des kystes, etc., ou que c'est une endométriose éventuellement. Donc, il faut à ce moment-là consulter le plus tôt possible, même avant la fertilité, hein, parce que vous parlez d'infertilité. Mais la fertilité, donc, on le sait quand on a essayé pendant 1 an d'avoir des enfants, hein. Donc, je pense qu'il faut, alors pour le bilan de fertilité, eh bien, pour les patientes qui ont des antécédents, eh bien, il faut consulter au bout de 6 mois. Si au bout de 6 mois, on n'a pas
réussi à avoir de grossesse, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter. 1 an, c'est pour les femmes qui n'ont pas d'antécédents, qui n'ont pas de pathologie connue, ou les femmes et qui vont bien finalement, et qui n'ont pas d'antécédents familiaux. Si la mère a eu, par exemple, une pathologie, eh bien, comme je vous l'ai dit, la fille a plus de risques d'en avoir. Et donc, là aussi, il faut être plus prudent. Donc, dès 6 mois, si cette jeune patiente n'arrive pas à avoir une grossesse, il faut consulter. Il faut savoir qu'il y a des solutions maintenant à AMP. On réussit très bien. Ces jeunes femmes obtiennent des grossesses de façon tout à fait satisfaisante. Peut-être qu'Annabelle veut réagir justement à cette réponse. Oui, mais pardon, oui, merci beaucoup. En fait, ma question était plus orientée sur aujourd'hui un désir de grossesse qui est retardé, avec des patientes qui sont étiquetées SOPK, qui ont été diagnostiquées SOPK, qui ont 22 ans, 23 ans aujourd'hui. À quel moment vous leur conseillez, j'allais dire, d'éventuellement se diriger vers la conservation d'ovocytes si elles n'ont pas un désir de grossesse maintenant? Écoutez, les patientes avec syndrome des ovaires polykystiques, elles sont des follicules, hein, donc elles en ont beaucoup. Donc, ce n'est pas forcément une indication de... voilà, si elles D'accord. veulent une grossesse, si elles ont un échec au bout de 6 mois, il faut consulter. Et à ce moment-là, effectivement, on réussit souvent à avoir des grossesses par une maturation in vitro, parce que c'est des patientes qu'il ne faut pas beaucoup stimuler, puisqu'elles sont déjà hyper Oui, stimulées. Elles ont des ovaires polykystiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va prélever des ovocytes relativement tôt, des follicules relativement tôt, qu'on va les faire mûrir in vitro pour éviter l'hyperstimulation ovarienne, hein, qu'on pourrait obtenir. Et à ce moment-là, qu'on fait une fécondation et ça se passe très bien, hein. Donc, d'accord. je pense qu'il ne faut pas du tout s'affoler et qu'il faut, comme je vous l'ai dit, si au bout de 6 mois, elles n'ont pas de grossesse, à ce moment-là, il faut consulter. Mais si elles ont une SOPK connue, apparemment, elles sont déjà traitées, suivies par des gynécologues. Et donc, à ce moment-là, elles sont déjà bien suivies, je pense, hein. Oui, parfait. Merci beaucoup. Nathalie, peut-être? Oui, merci Micheline. En fait, j'aurais une question liée. Vous dites la mère, donc si la mère a eu des antécédents, la fille a 6 fois plus de risques. Et si la grand-mère a eu d'autres pathologies, que la mère a eu ces mêmes pathologies, la fille, je pense, elle a encore plus de 6 fois plus de risques d'en avoir. Et est-ce que les gènes que vous avez identifiés peuvent être croisés avec des pathologies déjà connues et existantes? Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Vous me dites si Oui, la grand-mère a eu... Oui, bien sûr. C'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose de très simple à faire. Vous savez, tout le monde pense que la génétique, c'est très compliqué. Moi, je dis c'est très simple, un interrogatoire. Voilà. Si chaque jeune fille, quand elle vient pour demander la pilule, on lui demandait si sa mère, sa grand-mère, ses tantes ont eu des problèmes d'infertilité ou ont eu une ménopause précoce avant 45 ans, eh bien, on résoudrait déjà un nombre important de problèmes. Parce que souvent, on donne la pilule comme ça, sans savoir, et puis on s'aperçoit à l'arrêt de la pilule que brusquement, eh bien, il n'y a plus de règles, il y a une infertilité parce qu'on a masqué quelque chose. Donc, l'interrogatoire est essentiel. Et oui, dès qu'il y a des antécédents d'infertilité ou de ménopause précoce dans la famille, c'est une alerte et il faut immédiatement faire un bilan chez la jeune fille. Et si on s'aperçoit qu'il y a des anomalies, on va faire là ce qu'on appelle une préservation de la fertilité, c'est-à-dire qu'on va congeler des ovocytes, hein, voilà, si elle est normalement réglée, on peut congeler les ovocytes de façon à ce que plus tard, quand elle le souhaite, eh bien, elle puisse avoir des enfants à ce moment-là par une procréation médicalement assistée. Il ne faut pas attendre. Donc ça, c'est un point qui est très simple, hein, puisque la fertilité est contrôlée par la génétique. Il faut interroger. C'est quelque chose qui est très simple. Et est-ce que la deuxième partie de votre question, c'était quoi? Est-ce que les gènes identifiés aujourd'hui peuvent être croisés avec les gènes de pathologies existantes? Par exemple, je pense à des cancers avec des mutations TP53 par exemple ou autres. Est-ce qu'on les retrouve dans les mutations des gènes que vous avez identifiés?
Oui, alors c'est une très bonne question parce que effectivement, l'infertilité peut être liée à d'autres pathologies. Et Mm. c'est pour ça que non seulement il faut demander à une jeune fille s'il y a eu des problèmes d'infertilité dans la famille, mais s'il y a eu d'autres problèmes neurologiques, cardiologiques, oculaires, de surdité, n'importe quoi, qui peuvent éventuellement, c'est des cas très rares, mais être associés, y compris des tumeurs ou des cancers. Et ça oriente vers des causes particulières qu'on a retrouvées dans la fertilité. C'est une très bonne question. Par exemple, il y a des familles de gènes qui sont des gènes qui normalement protègent l'ADN, hein. C'est des Mm. gènes qu'on appelle de réparation de l'ADN. Ils protègent l'ADN dans tout l'organisme, mais aussi dans les ovocytes. Et si ces gènes fonctionnent mal, eh bien, vous avez l'ovocyte a un ADN de mauvaise qualité et donc il va s'abîmer très vite et vous aurez une infertilité. Mais comme vous ne protégez pas l'ADN de vos cellules dans tout le corps, vous pouvez aussi avoir des risques de cancer. Donc, c'est très important de connaître la cause génétique parce que si on sait qu'il y a un risque, on va protéger ces femmes, on va les suivre, on va prévenir ou on va faire des traitements. Donc, c'est une très bonne question que vous posez. L'infertilité, ça se conçoit dans une santé globale. Et donc, il faut interroger aussi les femmes sur les antécédents familiaux et il y a des causes qui sont communes, effectivement, à d'autres pathologies qui ont été identifiées, c'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est génétique, hein, finalement. Ce que je vous ai raconté là, ces tests génétiques, c'est pas de la recherche, hein, c'est pas du tout. C'est dans le domaine clinique de routine. C'est-à-dire que, en particulier dans l'insuffisance ovarienne prématurée, puisque c'est la première infertilité donc, sur laquelle on a beaucoup avancé. Et donc, comme je vous l'ai montré ici, donc j'ai développé un test diagnostique qui a été approuvé par le ministère de la Santé avec cette centaine de gènes et que ensuite j'ai fait reconnu en Europe à la fin de l'année dernière, donc en décembre 2024, c'est la publication de décembre 2024. Et donc maintenant, en Europe, on recommande, dans tous les cas d'insuffisance ovarienne inexpliquée, quand on ne comprend pas, eh bien, de faire ce test génétique. Et en France, non seulement il ne coûte rien, mais il est pris en charge à 100% par le ministère de la Santé, hein. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer comment le ministère de la Santé est convaincu de son intérêt. Et la France est vraiment tout à fait pionnière dans cette médecine génomique, hein, comme je vous l'ai montré, puisqu'ils ont fait un plan là-dessus. Les autres pays suivent ensuite dans un second temps. Et c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est un outil moderne. Si vous regardez bien en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a étudié les infertilités? Au début, on a découvert les hormones, on a fait des dosages hormonaux. Ensuite, on a découvert l'échographie, on a fait l'échographie des ovaires, et on a avancé, on a mieux compris. Ensuite, il y a eu l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, et on a mieux compris, on a vu la taille des ovaires, des follicules, on a fait l'hystérographie, etc. Et maintenant, on n'arrive plus à avancer en regardant simplement les signes. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'anomalie de l'utérus, d'ovaire, etc. On ne comprend plus. Eh bien, il y a un nouvel outil qui s'appelle la génétique. Lui, il cherche plus des signes, il va directement chercher la cause, directement en analysant donc le patrimoine génétique des individus qui est spécifique à chacun, c'est-à-dire que chacun a ces gènes qui sont différents des autres. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et c'est comme ça qu'on pourra développer cette médecine personnalisée et qu'on pourra donc développer des nouveaux traitements. Je pense qu'on ne peut plus rester à un traitement unique qui a 40% d'échecs. C'est un peu le message que j'essaye de faire comprendre, hein, dans le domaine des infertilités. C'est qu'il faut absolument donc développer des nouveaux traitements. Nathalie, oui. Oui, en fait, l'explication m'amène à une autre question. Dans les personnes qui décident, voilà, selon l'âge avancé, les femmes qui décident de faire congeler en fait leur ovocyte et au moment des prélèvements, ils se rendent compte qu'en fait, la qualité n'est pas là, il n'y a pas d'ovocyte. Est-ce que ce serait pas plus judicieux finalement de faire ce test génétique pour comprendre où est-ce qu'elles en sont?
Alors, il y a deux choses différentes, hein. Il y a ce qu'on appelle la congélation sociétale. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais Oui. depuis 2021, la loi de bioéthique autorise aux femmes qui veulent reporter un projet de grossesse donc de faire congeler leurs ovules, puisque évidemment, il y a une baisse de la quantité et de la qualité des ovules qui se produit avec l'âge, avec une chute notamment un peu plus rapide à partir de 37 ans. Donc, il faut faire ceci avant l'âge de 37 ans, puisque justement, après, on aura une baisse de quantité et de qualité. Si la femme va bien et qu'elle n'a pas de problème particulier, évidemment, on lui fera un bilan de base et qu'on est obligé de faire, hormonal, une échographie, et ensuite, on va lui faire cette préservation de la fertilité. Donc ça, si vous voulez, il n'y a aucune raison de faire un test génétique. Le test génétique, c'est pour rechercher une cause à une anomalie. Donc maintenant, si la personne a une infertilité, oui, là, c'est-à-dire que soit elle découvre qu'elle est infertile parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant au bout d'un an, soit elle a des troubles des règles importants, soit elle n'a pas de règles, comme dans l'insuffisance ovarienne, c'est un cas typique. À ce moment-là, oui, on va essayer de comprendre pourquoi. Et à ce moment-là, on va faire les explorations classiques, dosage, écho, éventuellement histographie, etc. Et si on ne trouve pas, on va aller vers la génétique. Donc la génétique, c'est uniquement s'il y a un symptôme, s'il y a quelque chose d'anormal. Et à ce moment-là, ça permet de retrouver une cause. Et dans les exemples un peu caricaturaux que je vous ai montrés, vous avez bien vu que si on a un mauvais établissement du stock de follicules avant la naissance, il n'y en aura pas d'autres, hein. Il est formé une seule fois chez le fœtus féminin avant la naissance. Eh bien, si c'est mal établi ou si les ovocytes sont de très mauvaise qualité, on peut se douter que le pronostic sera très mauvais et que la femme aura des problèmes pour avoir une grossesse. Et c'est bien ce qu'on a démontré chez les patientes qui ont une diminution de la réserve ovarienne. Tous les gènes qui sont impliqués dans l'établissement de ce capital folliculaire, s'ils sont anormaux, c'est là qu'on a un mauvais pronostic de grossesse. Dans tous les autres cas, si c'est une anomalie de la croissance, s'il n'y a pas d'énergie, etc., oui, on pourra espérer avoir un traitement. Donc, c'est quand il y a une symptomatologie seulement qu'on fait un diagnostic génétique. Et dans la famille, c'est pareil. On fera l'étude génétique dans la famille. Si les sœurs ont des symptômes, on va leur faire, avant la puberté, sûrement pas, on leur fera s'il y a des troubles des règles ou s'il y a des anomalies qui apparaissent. J'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est qu'un test génétique se fait après information des patients et signature d'un consentement. Donc, on ne le fait pas comme ça sans leur dire, hein, surtout pas. On les informe de ce que ça veut dire, de ce qu'on va faire très exactement. Et ensuite, on leur demande si elles sont d'accord de signer un consentement. Et si elles ne sont pas d'accord, évidemment, à le faire. Et c'est vrai aussi pour chaque membre de la famille. En fait, c'est une question très importante que vous posez parce qu'effectivement, c'est important de dire qu'il faut un symptôme pour pouvoir analyser l'étude génétique. Sans symptôme, on ne pourra pas faire l'analyse. Ok. Eh Et bien, est-ce c'est dans tout. que... Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. Est-ce que c'est uniquement votre centre qui le fait comme test ou en France, il y a d'autres centres? Alors, il y a quelques laboratoires. Alors, comme je vous ai dit, la génétique n'intéressait pas beaucoup de monde, hein, avant, il y a environ 5-6 ans, hein, pour deux raisons. Parce que d'une part, c'était pas une maladie mortelle et on disait, oh, c'est pas grave. Et deuxièmement, parce qu'on pensait qu'avec l'AMP, on avait un traitement miracle, hein. Et bon, alors, on est revenu sur les deux choses, on s'aperçoit que c'est fréquent et on s'aperçoit que le traitement, il n'est pas miracle, puisqu'il y a 40% d'échecs. Mais toujours est-il que ça a découragé beaucoup de gens de se plonger dans cette histoire. Moi, par contre, comme j'étais déjà plongée depuis toute petite là-dedans, hein, dès la deuxième année des études de médecine, ça m'a passionnée et c'est pour ça que j'ai voulu absolument chercher les causes de l'infertilité. Donc, j'étais devenue le laboratoire de référence, puisqu'il n'y avait pratiquement que moi en France qui travaillait sur cette question. Et le ministère donc, a labellisé mon laboratoire de référence donc, pour ces infertilités, en particulier génétiques. Mais il y a d'autres laboratoires depuis qui s'y sont mis et donc qui réalisent ces analyses.
ils font des panels, c'est-à-dire un nombre de gènes qui est variable. Parfois, ils ne font pas les 100 gènes, ils en font moins, etc. Il y en a qui en font 20, 30, etc. Mais si c'est négatif, comme je vous l'ai dit, avec le plan France Médecine Génomique, le ministère, sur 2 plateformes qui sont financées par le ministère, eh bien, il va faire une analyse complète qu'il ne facturera pas ni aux patients ni aux médecins. Donc, le ministère, sur 2 plateformes nationales, réalise ces analyses pour toute insuffisance ovarienne déjà incomprise. Je suis en train de travailler sur les diminutions de réserve ovarienne pour le faire accepter aussi par le ministère, c'est-à-dire que progressivement, il faut publier des séries importantes de patientes, il faut démontrer que ça a un intérêt, il faut convaincre le ministère, et ensuite le ministère le fait passer dans le plan France Médecine Génomique, comme j'ai fait pour l'insuffisance ovarienne, et ensuite il prend en charge à 100% ces analyses. Donc pour votre réponse, oui, il y a quelques autres laboratoires qui le font, mais de toute façon, même si leurs résultats sont négatifs, ils peuvent ensuite envoyer les prélèvements des patients sur ces plateformes nationales qui réalisent cette fois-ci l'étude des 20 000 gènes. Hein. Ce n'est pas seulement une centaine de gènes. Ils font l'étude des 20 000 gènes, le génome complet, et finalement sans aucun coût, ni pour les patients, ni pour les médecins. Donc, la France est vraiment très, très avancée sur ces questions. Mais pour ça, il faut convaincre le ministère que ça a un intérêt. Donc, il faut montrer qu'on a non seulement un diagnostic positif avec un fort pourcentage, mais que ça a un intérêt pour la prise en charge des patientes. Et moi, ce que j'ai montré, c'est que ça permettait d'avoir un pronostic de fertilité, savoir si oui ou non la patiente pourrait plus tard avoir une grossesse. Donc ça, c'est très important. Et également, c'est la question qui m'a été posée avant vous, de savoir si une patiente avait des risques de développer une autre maladie. Et à ce moment-là, il fallait immédiatement prévenir cette maladie qui finalement était cachée pour l'instant. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Et sur ces 2 arguments, donc, le ministère a réalisé ces examens gratuitement. Donc, il faut convaincre ensuite le ministère pour les diminutions de réserve ovarienne et pour tous les autres types d'infertilité. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Micheline, et merci à toutes Merci à d'avoir été vous. présentes. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.